Vous regardez trop Twitch sur votre ordinateur? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, ceci est la continuation du stream sur le PCB Design. Bonsoir Bodnatsu. La dernière fois, on avait commencé et presque terminé un schéma de l'interface série de l'interface série du Sharp G850. Je vous remontre le plan. Est-ce qu'on l'avait mis? Alors, GitHub, cours PCB Design, doc, voilà, 850 KISS. Alors ça, c'était le schéma d'origine. On a dit on va le refaire. On a tout refait sauf ça et quelques points de test. Bon, les flags, je vous les montrerai un petit peu plus tard quand on passera justement au PCB, parce que elles n'ont peu d'importance au niveau du schéma. Elles peuvent exister ou elles ne peuvent pas exister, alors qu'au niveau du PCB, elles ont une fonction assez particulière. Rappelez-vous de ça, des plus, des moins, ou USB, des plus, des moins, par exemple pour des lignes différentielles. Ceux qui ont fait un petit peu d'électronique avancée vont déjà comprendre à quoi je veux faire allusion. Autre chose, voilà, ces points de test, là, J4, J5, J6 et ainsi de suite. Ces composants-là n'existent pas directement dans KiCad, c'est moi qui les ai créés. Enfin, il y a des points de test, sauf que ceux-là, ils sont un petit peu plus, comment dire, plus techno, plus évolué, plus 20e siècle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, on switch sur la macro caméra et je vous montre en fin de compte. Voilà, ça c'est le circuit, c'est le schéma, je veux dire, et ça c'est le PCB qui est résultant du travail sur ce schéma. Alors, comme je vous ai dit, sur notre circuit, la dernière fois on a tout fait. On a placé tous les composants, on a placé même le choix pour les ponts de soudure, si on met le circuit en plus 5 volts ou si on met le circuit en plus 3 volts. Ça a cette gueule là. Je vais l'avancer un petit peu. Et zoom. Mais voilà. C'est juste deux pastilles de cuivre qui sont très peu espacées pour pouvoir les souder, pour pouvoir mettre un pont de soudure et donc créer un bon circuit, un pont tout simplement, pour que voilà, ça c'était la sortie, enfin l'entrée sur VCCIO, ça c'était une source 3 volts ou 5 volts, donc on choisit, le circuit va être en 5 volts. Voilà. Si pour une raison ou une autre, enfin on veut refaire, le circuit est assez générique. Parce que regardez, la sortie, il y a, enfin bon, l'ordre effectivement c'est c'est par rapport à ce qu'il y a dans la calculette. Mais ces sorties-là sont des sorties RS232 génériques. Elles existent aussi sur une multitude, je veux dire, sur des millions ou milliards d'autres systèmes. Encore pour l'instant, voilà. Et là, ce que vous avez fait, enfin là, ce que j'ai fait pour l'instant, et ce qu'on a fait ensemble, c'est le schéma d'un convertisseur USB série assez générique avec toutes les sorties. Bon, on a effectivement routé que quelques-unes. On a routé, voilà, VCC ground, VCC, on n'a pas encore connecté. On a besoin de RXD, TXD, RTS et CTS. Si vous reliez les autres, vous pouvez avoir un module assez générique pour tous les cas. Voilà.
D'ailleurs, pour du 5 volts, comme pour du 3.3, vous pouvez tout simplement, en changeant en enlevant le point de soudure ici, et en le mettant ici, vous pouvez changer le niveau le niveau de logique du chip du FDTI 232RL vers du 3.3 volts. Voilà. Et vous avez parlé de points de test. Alors les petits points de test, normalement sous KiCad, c'est des petites pastilles. J'ai fait alors petite pastille, c'est si vous voulez, c'est un circuit intégré. Pas un circuit intégré, pardon, un PCB. C'est du cuivre sur de l'époxy, c'est collé, c'est de la colle. Et quand vous soudez quelque chose, c'est une vous appliquez de la thermique assez forte. Quand vous soudez, quand vous ressoudez, une pastille, une trace peut se décoller. Donc j'ai créé des traces mécaniquement beaucoup plus stables. Donc je vais vous le montrer quand on fera le PCB. C'est en fin de compte le cuivre, il couvre tout ça. Il y a 7 rivets. Enfin, c'est des VIA, hein, sauf que sur cette taille-là, c'est comme des rivets. Ils ont ici la même fonction. Ils n'ont qu'une fonction, c'est de donner de la stabilité à ce pad pour pouvoir le souder. Le ressouder, c'est un point de test. Donc, si je veux souder un fil, un deuxième, un troisième, l'enlever, je ne veux pas que le cuivre il commence à se dérouler comme le bout d'une feuille, le bout d'une page d'un vieux livre. Voilà. Alors, juste pour le coup, le connect VCC, on va pas le faire. Si besoin, on va le rajouter parce que j'aimerais bien passer au prochain circuit. Justement, celui-là, il y a juste deux, trois trucs à faire et j'aimerais bien passer au circuit principal parce que il y a beaucoup plus de choses à montrer, tout simplement. Allez. Alors, sur les docs, le GitHub et le Sharp 850 Interface Pro. On ouvre le schéma. On va voir ce qu'on a fait jusqu'ici. Bon. Alors on va changer une chose. Le VCC calque. On n'en a pas besoin, donc on enlève le tag ici parce qu'on ne va pas le connecter, on ne va pas donner non plus la possibilité de. En même temps, rien ne vous empêche de prendre le circuit qui est sur GitHub à votre disposition et de le modifier, de le remodifier, de le retravailler, de rajouter des fonctions à votre guise. Alors, ça c'est la première chose. Les diodes sont là. Ah tiens, voilà, il y a une patte qui manque. Enfin, c'est le reset. Il est censé... Alors, le reset ne peut pas être flottant. Le reset, il doit être connecté au 5 volts. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est le 5 volts ou est-ce que c'est le plus VCCIO? Je n'en sais rien, j'ai pas la doc sous la main, mais comme le circuit sous 5 volts, on va faire comme si... voilà, bon. Fait comme ça. Après, c'est juste un petit concours de beauté.
Donc quand j'ouvre KiCad pour la première fois, il passe toutes les bibliothèques en revue, plus celles que j'ai téléchargées en plus celles que j'ai développées. Donc ici, ouais, plus 5 volts. Plus 5 volts chérie. Voilà. Ntool. Est-ce que c'est tout? Tout ça c'est connecté à 5 volts. Bon. Alors, il y a une chose à faire. Bon, primo, on le sauvegarde. Et maintenant, on va faire un ERC. Avant de faire un ERC, vous voyez que les résistances ne sont pas annotées. Et avoir une tonne de résistance R, point d'interrogation, le système, il n'aimera pas. Dans tous les cas. Alors, ce qu'on fait, c'est annotate schematic et on laisse faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a noté comme ça, R7, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13. Bon, une chose qu'on fait avant, après, comme pour le schéma, ça n'a aucune importance, c'est les valeurs. Ici, c'est du 100, c'est du 100 ohms. Enfin, j'aurais pu le laisser sans valeur, mais vous comprendrez pourquoi dans cet exemple-là, c'est important. 100 ohms, 100 ohms. Et ici, c'est du 10 kilo ohms, donc 10K. Voilà. Enfin, voilà, R small, c'est du 15 ohms. R2, c'est du 15... non, ça c'est le reference field. Ça, c'est du 15 ohms. Voilà. R2, R3. 10 nanofarad, c'est bon. Est-ce qu'on a encore quelque chose? Ah oui, là. Ça, c'est une capacitance de découplage. C'est pas C4 qu'on veut, c'est le C. La capacitance de découplage, ça va être du 10 nanofarad. Voilà. Encore quelque chose? Oui, là. 3. Non. Allez. 330 R. On va être gentil. On veut des résistances bien... Enfin, on veut les LED bien brillantes. Voilà. Après, bon, c'est TX LED et RX LED. Qu'on choisisse rouge ou vert, on s'en fout. Est-ce qu'il y a encore des trucs? Ouais, en gros, c'est ça. Forward ground. Ouais. En fin de compte, celui-là, il est connecté à rien, donc on va le... ça, c'est le 1, c'est le ground de la calculette. C'est le ground construction, enfin le ground boîtier de la calculette. Ça, c'est le ground électrique. Bon. Alors, on re-sauvegarde. On a les trucs à noter. Donc, on a un chip U1, on a des jacks J1, on a un jack J2 là pour les voilà pour les 1 à 10. Pourquoi 1 à 10? Je suis con ou quoi? Enfin, il va jusqu'à 11, mais de toute façon, le 11e, on l'utilise pas. Pourquoi est-ce qu'il y a le 1 à 10? Là. On va changer ça, ça va être rapide. Regardez. On met un
1 fois 11 mal Y, voilà, Y pour faire miroir, voilà, N tool, celui-là, paf, et celui-là, je blasse. Et il nous manque encore un truc, voilà, voilà le tour de magie. Quand il s'est trompé de connecteur. Bon, on le met un petit peu là. Maintenant, ça a l'air complet. Voyons voir au niveau du ERC. ERC, Electrical Rules Check. Faire un run. Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas à noter. On peut le faire à la main d'ailleurs. J1 n'existe pas. Enfin, J1 existe, J2 n'existe plus. On va l'appeler J2. Il doit juste être unique. Allez, on retente. Run. Alors, c'est quoi les erreurs? Pin connected to other pins but not driven by any other pin. On a deux erreurs comme ça. Et un global label not connected to any other global label. On a un label global qui est connecté à rien. On va d'abord résoudre ce dernier-là. Ce dernier-là, enfin, si vous regardez, l'ERC a laissé des flèches vertes. Voilà, pardon pour le zoom. La flèche verte qu'on cherche, c'est sur le ground. Effectivement, ça, ce n'est pas un label. Ça, c'est un power element, power port. Mais ce n'est pas un label. Donc, il faut mettre un label. Parce que là, ce ground-là n'est pas connecté à celui-là. Et sans optocoupleur, c'est mauvais. Il n'y aura rien qui passera là. Enfin, bon, de l'électrostatique, plus ou moins. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, voilà, on a un ground ici. Et on a fixé un label. On met un tout petit trait là. Non. Pourquoi ils ne veulent pas là aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la Coupe du Monde. Et on met un label. Un label passif. On s'en fout, c'est du ground. Donc voilà. Il est là le label s'il a été défini. Donc là, le Global Label Properties doit le voir. Voilà. Ground. Ouais, sauf que il est mal orienté. R. Voilà. Beaucoup mieux. On refait le check. Delete markers. Run. Voilà. Au moins un problème résolu. Attendez. Petite pause haut. Ah. Bon. Alors, prochaines erreurs, c'est ça. Pin, enfin, erreur ou warning ou recommandation. Pin connected to other pins but not driven by any other pin. Si vous vous souvenez au tout premier circuit qu'on avait fait, le premier projet, où il y avait les quelques résistances, les quelques diodes, 3 interrupteurs et 2 pins d'un pin header 1x2. Il n'y avait pas ce genre d'erreur, alors qu'ici il y en a. La raison pour laquelle, c'est que ici il y a des composants qui ont des entrées ou des sorties d'alimentation, des entrées power input et ou power output.
On va regarder ça. Alors, on va... Où est-ce qu'on fait ça? On va regarder... Est-ce qu'on peut le voir? Edit with Library Editor. On va regarder comment ce composant-là est défini dans l'éditeur. Voilà. Ça, c'est l'interface Hacker, l'interface Symbol Editor. Et quand vous avez de nouveaux composants, vous utilisez cette interface-là pour dupliquer, patcher, redessiner, dessiner, enfin définir tout ce qu'il faut. Ben, regardez, vous avez les I/O standards, du bidirectionnel, après enfin les ports série, input, output, input, output, input. Rien d'intéressant, sauf là, power input. Power input, power input, power input, power input. Ici aussi. Ça c'est le plus, ça c'est la masse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder là. VBus, le symbole VBus, enfin cet élément là, properties, il est assez intéressant. Regardez, il a celui-là, il a un power output. D'accord? Ici aussi, son ground, c'est un composant qui fournit une alimentation active selon cette définition. Après, enfin, à combien le bus USB 2 il est déjà chargé de trucs alimentés, on n'en sait rien. Ça, c'est juste une définition théorique. Mais ici, il peut fournir sur VBus du power output. Ça veut dire que tout simplement sur le circuit, enfin, on a connecté tout ça à 5 volts et à travers le power fuse, mais 5 volts, ça peut être juste un niveau de logique. Une patte de microcontrôleur, elle est assez forte éventuellement pour manipuler une LED, pour donner un signal, mais pas pour alimenter un circuit. Pour alimenter un circuit, il faut un circuit de puissance. Donc, il faut... alors, c'est quoi le problème d'ailleurs? On a une source de puissance, mais on n'a pas de... Mais celui-là, il dit que, en fin de compte, bah, il n'y a pas. Il n'y a pas de puissance qui arrive ici. C'est-à-dire, là, c'est juste du niveau 5 volts, au moins ce qu'on avait défini. Qu'est-ce qui gêne? Probablement, enfin, je ne sais pas, j'ai d'ailleurs pas essayé... Parce qu'on est sur le bon truc. Regardez, le VBus c'est une sortie power, sauf qu'elle passe par un polyfuse, par une résistance PTC, par un fuse réarmable. Si jamais on court-circuite ça, voilà, juste pour le fun. Parce que dans Polyfuse, il ne dit absolument rien qu'il fait passer le courant. Peut-être ça bouffe tellement que derrière, il y a juste un niveau de tension, mais après, il n'y a rien. Par exemple, si on fait ça, là. Juste, voilà. Delete markers, run. Bon, il reste plus qu'un. Donc on est sur la bonne piste. Oui, VCCIO. VCCIO. Ben, VCCIO est connecté soit à 3,3 volts, soit à 5 volts. Si jamais je fais un truc comme ça, que va dire le URC? On refait run, finished. Voilà, il n'y a plus de problème. Ouais, sauf que le circuit, c'est pas ça. Donc, comment on fait pour lui dire que même avec tous les trucs qu'on a ici, et là on va remettre la polyfuse.
Ce truc est chiant, quelquefois c'est utile, mais enfin à chaque fois que j'ai affaire à ça, c'est chiant parce que c'est pas intuitif. Le truc avec le power flag, surtout, enfin là j'ai déjà dit la solution à ce problème. Il faut mettre un petit drapeau sur le net en question pour dire voilà, c'est une ligne de pouvoir, enfin pas de pouvoir, c'est une source d'alimentation explicite. Et ça se fait avec un power flag qui est dans les power symbols là-dedans. Power port. Il est bien enfoui. Alors avant d'utiliser ça, on refait un ERC, juste pour être sûr. Voilà, il y a deux trucs qu'il n'aime pas. Le ground, c'est bon. Le ground, c'est un power port, sauf que voilà, le VCC, donc le 5 volts, il est là. Le 5 volts, bon, il va pas le mettre partout, donc je le mets là et je le mets là. Normalement, ça devrait suffire. Alors, je mets ce power flag. Regardez, à chaque fois c'était une session Google. Où est-ce que ça se trouve? Power flag. R, voilà. Tchong. Et la même chose ici. Tchong. Normalement, enfin quelquefois faut dire KiCad bug. Mais bon, ça c'est pas si grave que ça. Delete markers, run. Et voilà. Pour KiCad, ce circuit-là est très bien. On peut procéder à l'étape suivante. Alors, on va le laisser comme ça. On a fait du bon boulot. Après, on pourra rajouter plein de trucs derrière si vous voulez. Je le sauvegarde. Et je le mets sur GitHub. L'avantage d'avoir des fichiers texte pour tout ce qui est électronique, pour tout ce qui est schéma, pour tout ce qui est PCB, c'est que elles sont traitables, elles sont lisibles plus ou moins par l'humain, sont traitables ordinateur et la structure est plus ou moins assez évidente, au moins dans la situation de KiCad. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des diffs. Oui, Heliox, si on augmente ce VCC à une certaine tension, ça va toujours passer par les jumpers. Alors, finished G850, schéma, master, push origin. Alors, prochain schéma, plus compliqué déjà. Je vais vous montrer déjà à quoi on a affaire. Les micro-caméras. Non, avant, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Bon, voilà, ça on ferme. Dans Docs, j'ai mis le MD100 schéma ici. Alors effectivement, on voit pas trop à cause du chat. Voilà, là je pense que c'est mieux. Vous avez affaire à quoi ici? Vous avez affaire à un microcontrôleur PIC, à de la logique, à de l'ULA, classique pour des ordinateurs 8 bits,
l'interface système, c'est-à-dire avec bus de données, bus d'adressage, là, les A quelque chose, A0, A2, A1, un petit peu parsemé. Et vous avez l'affaire A4 EPROM, I2C, classique, c'est des 24 LC 1024-1025. Donc c'est du, c'est du 1024 bits de, pardon, 1024 kilobits de mémoire. Et si vous regardez, qui est-ce qui a fait déjà de l'I2C d'entre vous? Qui est-ce qui a déjà entendu parler de l'I2C? Rien? Rien? I2C peut-être? Non? Bon. C'est un, alors, c'est un bus de communication symétrique, symétrique, synchrone, parce que il y a une ligne data, quelque part, là, data, et une ligne clock, pour savoir comment on interprète justement les données qui passent ici. Voilà. Toutes ces 4 mémoires ici sont sur le bus et leurs adresses sont, les adresses sont fixées par ces 4 pattes A0, A1 et A2 avec toutes les 3 combinaisons 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 et 0, 0, 0 sur les trucs ici. Bon, donc ça c'est le maximum de mémoire qu'on peut avoir sur par rapport à cette construction là qu'on peut avoir dans cet émulateur MD100. Effectivement, on pourrait multiplexer cette ligne-là sur une autre. Je ne sais pas si celui-là il a un autre port I2C. On va voir. Bon, c'est pas grave, ça c'est juste une idée pour avoir un petit peu plus de mémoire. On tourne autour du pot depuis un bon bout de temps. À quoi ça sert? Je vais vous montrer le circuit déjà tout fait. La version que j'ai trouvée sur le net avec tous ces problèmes. C'est pour ça qu'il faudra la reprendre. Bon, les gars ne se sont pas gênés à mettre au moins une capa de l'autre côté. Bon, il y avait tellement peu de place sur le PCB que bon, où ils étaient très radins. À mon avis, c'est plus ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici, ça c'est le bus système qui se connecte à la calculette. On a le processeur principal, le microcontrôleur PIC. Lui est là. Ça c'est propre au fonctionnement des entrées-sorties, des interrupts, des trucs d'un processeur 8 bits. Vous avez à peu près la même chose sur un ordinateur Z80. Et vous avez les 4 mémoires. Vous avez les 4 mémoires EPROM qui sont lues dans le programme comme si c'était une et une seule mémoire. Alors,
Qu'est-ce que je voulais dire? À quoi ça sert ce truc? Ben, au départ, il y avait une calculette qui était sortie en 1887, calculette basique qui est basée juste sur de la mémoire statique. Donc à l'intérieur, il y avait, enfin, c'était un microprocesseur, mémoire, ROM pour l'OS et tout. Maintenant, la RAM statique, c'était dépendant des batteries. Enfin, non seulement des batteries, mais comme c'était un espace mémoire réel, sans, enfin, si vous faisiez une faute, par exemple un assembleur, ben, votre ordinateur il crachait, votre calculette elle crachait, il fallait faire un reset mémoire entier. Et vous perdiez tous les programmes que vous avez entrés sur le mini clavier vous-même, ou voilà. Donc il y a ce que cette calculette et d'autres naturellement aussi, ce qu'il manquait, c'était une mémoire non volatile. Et il y avait une grande extension, c'était un lecteur et enregistreur euh, de mini floppy, de mini disquettes. Elles étaient un petit peu plus petites qu'une disquette 1.44 pouces. Et on pouvait enregistrer jusqu'à 1 méga dessus. Sauf que ces disquettes là n'existent plus. L'extension MD100, voilà, elle est très très vieille. D'ailleurs, elle coûte très cher, même maintenant. Mais depuis le temps, depuis les 35 et quelques années qui se sont passées, on a pu faire du reverse engineering du protocole qui arrivait là. C'est pas un protocole série, je vous assure. C'est bus de données, 8 bits, adressage, interruption, tout ça. Enfin, les gens ont fait méticuleusement le full reverse engineering du protocole de communication avec le système MD100. Ils ont mis la puce à blanc aussi qui était inclus dans le MD100, et ils ont lu le firmware. Et de là, ils ont pondu un firmware sur un microcontrôleur assez puissant, le PIC 18F 40 et quelques. Voilà. Pourquoi est-ce que cette série a été choisie? Tout simplement pour ce qu'on appelle les PSP. Je vous montre ça sur le truc. Regardez, un bus de données au lieu de, enfin, comme sur l'Arduino c'est encore possible, je pense. Sur d'autres plateformes, enfin là c'était un des premiers microcontrôleurs de plus de 8 bits qui le permettait de le faire. C'est pas seulement lire, voilà, quel est le niveau sur IO7. Après, on le met dans une variable, on fait un shift register, IO6, IO5, IO7, IO4, IO3, 2, 1, 0. Et après, on formule un nombre 8 bits. Là, c'est possible de lire le registre du port et de le transférer directement dans une variable 8 bits pour connaître l'état de IO0 à IO7. Pratiquement comme soit à l'époque, soit maintenant ce qu'on peut faire dans un FPGA. Ce qui s'appelle un PSP, Parallel Slave Port. Au moins, ça c'est le terme que Microchip utilise. Il y en a, pas beaucoup de microcontrôleurs, mais il y en a. Ça se trouve. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Vous avez, en fin de compte, tout ça, c'est 2 chips, plus leurs alimentations. Donc, au lieu d'avoir un boîtier carré, et en fin de compte, pas comprendre, NAND, NOR, ça c'est clair. Boîtier carré,
Entrée, il faut regarder la datasheet, il faut le dessiner, c'est chiant. Donc ici, il y a la possibilité d'utiliser justement, enfin un truc qui existe sur KiCad, c'est un truc qui désosse, enfin selon comme vous définissez le composant. Quelquefois aussi, vous pouvez utiliser une partie d'un composant. Justement, le 74 HC0, 0, c'est, si je me souviens bien, c'est un quad NAND. Si dans votre circuit, vous utilisez par exemple juste 2 des portes, vous utilisez 2 des portes, et puis voilà, les 2 autres, ils sont en idle, et vous n'avez pas besoin de les mettre. Ils seront non connectés au niveau du circuit. Normalement automatiquement, ça dépend en fin de compte de comment vous avez documenté tout ça. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. On va commencer avec tout ça. Dernier truc, cette partie-là, ça n'a pas été, le design n'a pas été fait par mes soins. Pardon, pourquoi il me... Coucou. Voilà. Je vais vous montrer. Pour le faire après, en PCB, l'interface, elle doit avoir cette gueule-là et surtout cette numérotation. Effectivement, cette numérotation est, comment dire, plus humaine. Sauf que les docks pour la calculette et d'autres circuits utilisent cette numérotation là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Donc, comme ça a été déjà fait par mes soins, le composant existe, soit on le réutilise, tout simplement, et je mettrai la bibliothèque du composant dans le projet, soit on le refait. On a déjà le 18F 18F 45 quelque chose là à refaire. Donc on a du boulot. Bon. Alors, procédure. Mais le KiCad. KiCad, nouveau projet. Dans le cours PCB Design, et ça va être le MD. On regarde si... où est-ce qu'il a mis ça, ouais. Dans le cours PCB Design, il y a bien un sous-répertoire. Parfait. Bon, on fera la cartouche dans les heures off. Pour l'instant, j'aimerais bien avancer. Attendez. Parce que j'ai encore de... Alors, comme je vous ai dit, il faut avoir le schéma à côté de soi pour le reproduire. Vous l'imprimez, c'est la meilleure des méthodes. Vous l'avez sur une planchette normale ou un livre électronique, ça va aussi, mais il faut l'avoir sous la main. Alors, première chose, ce qu'on va faire, c'est si vous avez regardé si vous vous souvenez des EPROM, on va rajouter des EPROM. Déjà, on va regarder ce qu'il y a.
Pour qu'il n'y ait pas de questions après, avec trois entrées-sorties, on peut aller jusqu'à 8 mémoires de 24 LC 1025. Alors je ne suis pas sûr si c'est possible avec le chip, mais LC 1025 aussi, parce qu'il y a une limitation, enfin il y en avait, mais la limitation c'est simple, c'est que la mémoire sur un disque, à l'origine sur un disque du MD100, était limitée à 1 méga à peu près. Donc là on est à 500, on lui offre en fin de compte 512 MB de mémoire. Voilà, la construction, c'est pour ça j'ai dit, elle est limitée à 4 mémoires insérées sur le bus. On va regarder ça. Alors 24 LC, qu'est-ce qu'il y a comme mémoire? Ah ben voilà. I2C Serial EEPROM 1024 kilobits. Ça existe en DIP 8, SOIC 8, TSSOP 8, DFN 8. Comme je vous ai dit, il faut vérifier par rapport au truc qu'on va utiliser. Alors je peux vous dire que au moins jusqu'à l'année dernière, ce chip là en SOIC 8 c'était celui qui était le plus commun. Bon, après le DIP 8 naturellement qui existe aussi pour ceux qui utilisent des breadboards de manière voilà. Donc on va mettre notre circuit. On va donc ici on a l'adressage, on a l'alimentation directe ici, et on a les données SDA et SCL qui vont directement sur le truc. Alors on va aussi utiliser 4 mémoires, sauf que on va créer 4 îlots et les connecter à travers des labels globaux au lieu de faire du spaghetti code, enfin du spaghetti PCB, spaghetti schematic, comme sur l'autre dessin. Alors Data et SCL vont à travers des résistances. Ah, pardon. Faire juste un petit truc. Je vais regarder si vous me permettez une petite pause de 10 secondes. Je vais juste regarder un truc, un indicateur qui a donné un résultat assez intéressant et important. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Donc ici O pour mettre un truc de ce côté là. On met les ground planes, on met ici le VCC vert, voilà, pour que ce soit au-dessus de l'écriture. Et pour l'instant on
Hop, non. On fait un truc comme ça. Ground. Parce que j'étais trop avare sur la place. Et GMD. Voilà. On met là. Tool. Le pauvre. Alors, bonne question. Le WP, normalement, il est aussi à la masse. Donc, on met aussi à la masse. Ça, j'aime pas. Voilà. Mieux. Alors, donc le premier c'est le SDA. Le deuxième, donc le premier on va le mettre là. Le deuxième, on va le mettre là. Voilà. Et un power symbol. Tout ça c'est du... Alors c'est alimenté par la calculette. Et dans la calculette c'est pas du 5 volts. Voilà, on va l'appeler plus VCC. Tout simplement. Plus VCC. Simple. Voilà. On le met... parce qu'il y a encore des trucs... voilà. On le met là. Et... non, ça me plaît pas. Pardon. On va faire ça de telle manière. Voilà. Pardon. Non. Qu'est-ce qu'il veut là? VCC. Bon. Est-ce que je peux le bouger? Non. J'aimerais bien juste bouger ça. Drag wire, c'est... Ah bah voilà. Juste comme ça. Non. Allez, on s'en fout. On règle ça comme ça. Bon. Un élément. Et on va avoir... D'ailleurs, on va pas mettre le bus comme ça à la verticale comme on l'a fait. On va faire ça de manière civilisée. Regardez. Ici, la belle data va dans les deux côtés. Donc, c'est du bidirectionnel. SDA. Il est du côté droit. Bas. Data.
label clock, c'est clock, et il va que dans le sens en fin de compte du composant, donc c'est un input. Voilà. Ah, ça c'est la référence. Ici, ça c'est du 330R. Ici aussi. Bon. On va... ça c'est un élément. On va le mettre en cage. Ou maintenant on dit... c'est quoi le mot là? Auto-isolation. Voilà. Et surtout, on va la noter. Right. Normal. Ouais, non. Et juste avant la... D'ailleurs, on va... Hop. On va faire deux choses en même temps, et surtout pas trois. On copie. Ça prend vraiment tellement de place. Bon. Ok. Ouais. Voilà. Les représentants du marketing doivent bouger. Pas besoin de pub pour ce composant. Et celui-là, ouais, quand même, pour faire beau, on le bouge ici. Oui, oui, je sais. Voilà. C'est numéro 2. Non. Non. S'il y a quelqu'un qui sait comment on répartit de manière automatique des trucs,
je serais bien content, mais à mon avis, là, c'est pas mal. Au moins pour l'esthétique. Et pour aujourd'hui, on va juste compléter les connexions pour adresser les mémoires, pour que ce soit pas à l'air. Donc là, la toute dernière sont tous AVCC. Voilà. La suivante, les deux premières sont AVCC. Non. Je suis con, putain, je suis con. Re. Dernière. Voilà. Et d'en haut, c'est et celle-là, c'est grande, grande. Et celle d'en haut sur VCC. Voilà. Normalement, mémoire numéro 1, mémoire numéro 2, mémoire numéro 3 et mémoire numéro 4. Donc ce qu'on va faire ici, enlever la petite stouquette. Ici aussi, ici aussi. Même chose. Et même chose. Et on sauvegarde tout ça. Voilà. On a créé voilà, le réseau des 4 mémoires I2C. Et pour le reste du programme, c'est au prochain cours. Je vous remercie beaucoup, je rends l'antenne et à la prochaine. Voilà, vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale. À ciao, bonsoir.